superbe démonstration d'économie politique qui éclaire brutalement comme en chirurgie les politiques entre guillemets, de ceux qui sont placés au pouvoir politique par ceux qui tiennent cette fonction de marchand de pouvoir hypertrophié. Se libérer de cette dérive est devenu l'enjeu vital des nations. Olivier Piachatini vient de faire la démonstration de ses qualités, que je n'avais pas citées, et je vous prie de m'en excuser, cher Olivier, au moment de ma présentation initiale. Je n'avais pas dit qui vous étiez, donc je rappelle qu'il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, qu'il est un expert financier reconnu, et après avoir travaillé dans le secteur bancaire et l'audit financier, a créé et dirigé un cabinet spécialisé dans l'assistance financière et juridique des créateurs d'entreprises. Donc il a mis au service du public ses connaissances et expériences dans ces domaines complexes en publiant aux éditions de Paris en 2016 un essai sur la chute de l'Empire occidental, dont je vous recommande la lecture, sujet d'ailleurs dont il est venu débattre au Carrefour de l'Horloge. En 2017, les dossiers noirs du socialisme français que vous trouvez ici, et dont je vous recommande également la lecture. Et enfin, en 2018, la mondialisation totalitaire dont nous venons de parler. Donc, si l'on doit réfléchir aux relations internationales aujourd'hui et à la politique étrangère en général, on voit bien qu'on est en train, si on veut avoir une réflexion juste et éclairante, on doit s'orienter différemment des habitudes que nous avions jusqu'à présent de relations entre les nations, de poids entre les blocs et d'influence réciproque des nations sur le territoire et du territoire sur les nations. Nous sommes face à un nouveau type d'ennemi, à un nouveau type de contraintes auxquelles il va falloir apporter une réponse. Par exemple, Henri de Lesquen nous disait récemment, à propos des organisations internationales que vous avez citées, si vous voulez, qu'il n'y a plus aujourd'hui d'organisation internationale. Parce que dire organisation internationale veut dire que ce sont des organisations qui sont des émanations de nations. Donc qui ont une identité. Mais elles ne sont aujourd'hui, en fait, elles ne sont plus des organisations. Les organisations que vous avez citées, Olivier, ne sont plus des organisations internationales, mais des organisations mondiales, parfaitement indépendantes des nations, qui ont leurs intérêts propres, qui sont souvent contraires aux intérêts mêmes des nations. Et c'est bien pour cette raison que nous allons reprendre les travaux, et je m'arrêterai là pour vous laisser la parole, de la Commission des Affaires étrangères, du Carrefour de l'Horloge, qui fonctionne bien depuis, qui va continuer à fonctionner, mais qui va maintenant produire. Et je profite de ce moment pour vous dire que s'il y a des candidats pour venir travailler avec nous, ils sont les bienvenus, s'ils ont envie de le faire, et si bien entendu ils se sentent les compétences pour le faire. Il y a deux possibilités. Ils s'adressent à moi-même, pierre.milan@orange.fr. Madame. Vous disiez qu'à propos les relations internationales n'existaient plus, donc qu'il y avait des relations mondiales. Les relations internationales évoluent. Voilà. Elles ne sont plus seulement des relations entre nations ou entre organisations qui représentent des nations. Est-ce que vous semble le fait que les partis politiques se dissolvent de cette façon, la droite, la gauche, le haut, le bas, est-ce que c'est aussi ce phénomène? Ah mais là, je pense que madame, effectivement, vous donnez un prolongement très intéressant à l'exposer. Il est bien évident que dans un monde où, comme vient de l'expliquer Pierre Millan, il y a des organisations internationales qui ne sont plus internationales, qui sont supranationales, et qui même, je dirais, écrasent les nations, soumettent les nations. Et juridiquement, il y a des clauses bien précises qui montrent qu'aujourd'hui, les traités supplantent les lois, mais également les constitutions, les traités européens, mais également les traités internationaux. Effectivement, il y a forcément un grand désarroi du politique, puisque le politique est censé représenter le peuple. Mais en fait, aujourd'hui, le rôle d'un président, le rôle de chef d'État,
c'est quoi? C'est de dompter les opinions publiques pour qu'elles rentrent dans ce schéma qu'on leur impose, préétabli. Monsieur Hollande ou Monsieur Macron, ils arrivent, on leur dit ça va être comme ça, ça va être comme ça. Bon, voilà. Et en fait, il faut qu'ils arrivent à nous dompter d'une certaine manière, à nous faire rentrer là-dedans. Et puis, comme je vous l'ai dit durant l'exposé, il faut qu'elles arrivent à maintenir l'activité économique en ouvrant des perspectives aux multinationales pour continuer à les enraciner, parce que même les multinationales qui sont en France, avec 55% de prélèvements publics, vous doutez bien qu'elles préféreraient prendre la poudre d'escampette. Ce qui les maintient, c'est que on va leur trouver des marchés, Monsieur Hollande, Monsieur Macron, on va aller là, on va décrocher des contrats, etc. Bon, et tout ça, ça freine ce système de délocalisation qui pourrait s'amplifier sans, on va dire, l'aura et l'influence qu'a encore le gouvernement et la politique française. Mais très concrètement, si l'on suit la logique du mondialisme, il n'y a pas d'alternative. Ouais. Voilà, il y a des adaptations et des ajustements. Voilà. Monsieur. Monsieur. Olivier, alors, par rapport à Trump, est-ce que tu penses que le protectionnisme de Trump est une réaction au mondialisme, ou qu'il s'agit simplement de prendre en compte les paramètres géopolitiques dans les traités de libre-échange et de les renégocier, non pas en vue de freiner le mondialisme, mais de prendre en compte justement ces paramètres pour obtenir, pour contrer par exemple la puissance chinoise Alors, c'est encore trop tôt, parce que je ne sais pas exactement où est la portée, mais il est bien évident qu'à travers sa campagne, qu'à travers son expression, Donald Trump veut entamer une forme de retour en arrière par rapport aux avancées de la mondialisation. C'est très clair. Alors, ce que je voudrais bien préciser, c'est que moi je ne suis pas contre la mondialisation tous azimuts, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on enferme, qu'on mette des frontières, qu'on bloque tout. C'est pas ce qu'on ressent, même vous. Vous savez bien qu'il y a des innovations techniques, qu'on est content d'en profiter, qu'on est content de profiter d'échanges. Mais le problème, c'est quand ces échanges vont toujours dans le même sens, que quand on nous confine à une fonction de consommation par la voie de perfusion de l'endettement à tout crin, ça ne peut plus continuer comme ça. On va arriver à un moment donné où l'endettement va nous exploser à la figure. Et je pense que Trump, parfaitement conscient de tout ce qui se passe, bien que milliardaire, donc on pourrait dire qu'il est membre à plein titre de cette fameuse élite mondiale, a bien compris que le train de la mondialisation, qui pourtant a été lancé aux États-Unis, encore une fois par la doctrine Fukuyama, est en train de s'en aller une fois pour toutes des frontières des grandes nations occidentales, au premier chef les États-Unis. Donc, ce qu'il veut faire, de mon point de vue, c'est évidemment taxer, non pas les échanges, mais les délocalisations de réimportation. C'est bien ça. J'ai bien fait attention dans mon exposé de distinguer les délocalisations pour investir et les délocalisations de réimportation. Et il me semble que c'est ce qu'il fait. À travers ça, je ne sais pas si j'ai bien lu l'actualité, mais il me semble que là, il y a eu des droits de douane sur l'acier. Au début, il s'agissait de les appliquer également aux pays européens. Puis finalement, on a un peu temporisé pour les pays européens. On veut surtout appliquer ça à l'Asie. Et évidemment, ça affole les Chinois. Et j'ai remarqué que dans le même temps, il se trouve que M. Kim Jong-un, qui était très récalcitrant depuis longtemps, tout d'un coup, il devient presque gentil. Et je me demande s'il n'y a pas un lien, c'est-à-dire que si finalement, il n'y a pas, je me demande, je ne vous ai pas dit que j'étais là pour voir ce qui se passait, mais si finalement, en faisant pression sur l'économie chinoise de cette manière-là, on ne leur a pas dit, mais dites-moi votre ami, là, il serait peut-être pas temps qu'on tape un petit peu sur les doigts, qu'il arrête. Voilà. Donc j'ai quand même l'impression qu'au-delà de ces questions de barrières douanières, il y a véritablement un changement dans la donne économique et même dans la donne géopolitique, avec une espèce d'inversion de la tendance aux délocalisations et à la montée des pays émergents. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Monsieur. Alors j'ai deux questions en fait. Allez-y, vous en prie. La première, c'est au niveau des nations. Moi, il y a une nation qui me pose problème, c'est par exemple les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas juxtaposition entre les intérêts des multinationales et en quelque sorte un messianisme américain avec le dollar, etc. Absolument. C'est le cas à l'origine. C'est le cas à l'origine. Et oui. Où est-ce que vous trouvez ce basculement? Où est-ce que les États-Unis ont perdu, l'État américain a perdu justement cet effet-là de pouvoir, on va dire, sur les multinationales? Mais je pense que de toute façon, c'était inscrit dès l'origine. Parce que de toute façon, je crois que, encore une fois,
il faut bien revoir un petit peu la marche du monde depuis 40 ans. Dans les années 60-70, on était sous l'emprise d'économie keynésienne, c'est-à-dire de renforcement des États-providence, où c'est l'État qui donnait l'impulsion de l'économie et les entreprises derrière qui suivaient et tout le monde qui suivait. Bon. Aux États-Unis, on est rentré, à partir des années 80-90, dans une phase de libéralisation, c'est-à-dire on a cassé les États-providence, et ça, je suis le premier à en être heureux, mais on a cassé ça en même temps qu'on a également ouvert les frontières au libre-échangisme échevelé. Et ça a été la volonté à la fois de Reagan et de Thatcher. Et c'est évident que c'était fait, encore une fois, pour servir les intérêts des multinationales. Mais dans la mesure où on leur sert l'intégralité de ce qu'elles souhaitent et ce qui va correspondre à leurs intérêts, il est bien évident que leur puissance se renforce jusqu'au moment où elles arrivent à dépasser, comme je l'ai dit, celle des États. Alors je ne sais pas exactement à quel moment le basculement est devenu suffisamment fort, mais je crois qu'au tournant des années 2000, je crois que vraiment c'est devenu très clair. Il y a un livre notamment sur le messianisme américain qui explique que justement le messianisme américain veut justement l'uniformisation du monde, etc. Et ce même processus que les multinationales. Donc c'est pour ça que je me pose la question si... Je ne voudrais pas interférer dans vos échanges, mais oui, allez-y. Dans la prochaine réunion avec Michel Geoffroy, ce thème-là sera plus profond, plus débattu, plus en détail. Le thème du messianisme, je l'ai évoqué dans l'exposé tout à l'heure. Fukuyama il disait, les jeunes du monde entier, ils veulent des jeans, ils veulent du rock, ils veulent des films américains. Voilà. Le seul problème, c'est qu'après, si vous voulez, c'est bien beau de dire ça, mais si les produits américains ne sont plus fabriqués en Amérique, ce qui est le cas d'une partie, et parce que quand vous laissez le libre-champ aux entreprises, elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Quand vous leur donnez toutes les conditions pour qu'elles produisent où elles veulent et elles vendent où elles veulent, elles le font, au mieux de leurs intérêts. C'est la logique. C'est aussi simple que ça. Et justement, la deuxième question, c'est lorsque vous avez dit que ce sont les multinationales qui engendrent la perte de l'identité, etc., tout ce genre de processus. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que avant les multinationales, il y a eu mai 68, où il y a eu justement cette perte d'identité, et même avant, il y a eu avec le marxisme, notamment l'école de Francfort, qui a dit que, qui a expliqué le fait que pourquoi est-ce que le marxisme ne s'est pas étendu à l'Occident, c'est justement au fait que les sociétés occidentales étaient trop enracinées, trop hiérarchisées, etc., ce genre de choses. Donc ce n'est pas justement, je trouve que... Je passe, oui. Vous prenez la cause en fait des multinationales alors que c'est juste un effet de mai 68, du marxisme, etc. Je vois ce que vous voulez dire. En fait, vous voulez dire que c'est l'idéologie marxiste qui elle-même est naturellement cosmopolite et qu'elle avait commencé déjà à se diffuser auparavant. Je suis d'accord sur le plan des idées. Mais vous savez, je suis un peu plus âgé que vous. Donc je parle des faits et de ce que j'ai vu. À Paris, dans les années 80, il y avait des tas de bistrots, il y avait des tas de petits commerces, il y avait des gens... Aujourd'hui, c'est que les franchises. Je suis désolé, c'est 30 ans après, c'est comme ça. Voilà. Je crois que vous ne vous représentez pas. Je vais vous dire, on a été avec ma femme à Florence en 2001. Il n'y avait que des commerces indépendants. On y est retourné en 2007, il n'y avait plus que des franchises et des enseignes. Donc ça, c'est un fait concret. Vous comprenez? Et ce n'est pas, si vous voulez, les idées marxistes ou autres qui ont conduit à ça. Je vais développer un petit peu plus. Mais là, ça a ouvert le champ à ce genre de choses. De toute façon, n'oubliez pas. Ça a ouvert l'opinion. N'oubliez pas que le monde occidental a été partagé à Yalta. Et que c'est là qu'ont été décidés une bonne fois pour toutes quels seraient les terrains, quels seraient les domaines respectifs d'influence des deux blocs. Et l'Union soviétique a respecté ce traité de Yalta, et les États-Unis l'ont fait aussi. Tout ça parce que nous vivions dans l'équilibre de la terreur. Donc il y a aussi un aspect géostratégique à ce maintien de l'influence du marxisme dans certains pays, et dans le fait qu'il n'a pas pénétré dans d'autres pays. Alors, tout au moins qu'il n'est pas arrivé au pouvoir. La question du jeune homme est très intéressante, en tout, mais celle-là, alors, elle appelle des développements, parce que si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde actuel, eh bien finalement, moi il y a quelque chose qui me frappe. D'ordinaire, les élites économiques, il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 70 ans, eh bien, elles étaient libérales en économie. Elles étaient pour les économies libérales. Aujourd'hui, on a l'impression que ça a changé. En fait, elles aiment ces systèmes sociaux-démocrates. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, on n'aime pas trop Fillon, on préfère Macron ? Pour vous donner une idée bête. Mais tout simplement, parce qu'elles, les multinationales, se sont affranchies des contraintes réglementaires, des contraintes fiscales. Elles ont largué les amarres avec tout ça. Et finalement, qui c'est qui les subit ? C'est les petites et moyennes entreprises ou les entreprises d'envergure nationale qui sont là et qui, elles, prennent de plein fouet les réglementations, les impôts, les charges sociales, les syndicats, etc. Et elles sont broyées par ce système social-démocrate qui permet ensuite aux multinationales de l'élite de venir les racheter à bas coût et de s'emparer à peu près de tout. Voilà. Donc effectivement, on voit poindre, et vous avez raison, une forme de néo-marxisme, dans le sens que finalement, tout serait capté par un monopole, ou des oligopoles, qui ne serait plus l'État, qui seraient ces grandes sociétés multinationales, et puis finalement, il n'y aurait plus beaucoup de travail, on ferait travailler quelques personnes comme ça, les plus évoluées, et comment est-ce qu'on passe la pommade finalement ? C'est Benoît Hamon qui nous l'a expliqué, avec le revenu universel. Et on arrive un peu à une société à la Marx ou à la Fourier, une société de divertissement où tout le monde est là, on paye les gens à rien faire, juste pour consommer, on leur donne les moyens de garder la tête de l'eau, en tout cas la grande majorité, et les minorités, il y aurait qu'une minorité qui travaillerait. C'est le néo-marxisme capitaliste. C'est la fin de la liberté individuelle. Voilà. Je ne vous dis pas qu'on y est, mais on voit une tendance dans ce sens. Autre question ? Monsieur. Allez-y. Alors, par rapport aux États-Unis, au messianisme, est-ce que tu ne penses pas qu'en fait le problème des États-Unis, c'est qu'ils ont fait un impérialisme qui ne s'assume pas, et qu'au lieu de coupler leur présence guerrière avec la structure administrative d'un empire, ils ont préféré évangéliser le monde et l'uniformiser selon leurs valeurs, convaincus qu'ils étaient la seule nation morale. Donc je pense que tu voudrais passer à un nouveau impérialisme américain, en fait ce serait un vrai impérialisme, un impérialisme païen en un sens, mais couplerait leur présence guerrière avec la structure administrative d'un empire, donc ils bâtiraient un nouvel empire romain, pour ainsi dire, sans plus chercher à imposer leurs valeurs à l'ensemble du monde, mais juste pour imposer la paix universelle et en laisser les États, les nations sous leur tutelle prospérer dans leur identité à eux. Et je dirais que la réponse est dans la question. Je répondrai tout simplement oui. Et le parallèle qui est fait avec l'Empire romain est très intéressant. Parce qu'effectivement, il y a un parallèle qu'on peut trouver avec l'Empire romain, c'est-à-dire cette forme d'empire messianique. Mais cet empire messianique, il vide de sa substance les valeurs et l'esprit d'initiative et de travail de la puissance mère. C'est-à-dire qu'on retrouve un parallèle extraordinaire. Tu as parlé tout à l'heure de l'Empire romain. Oui, mais de l'Empire romain de quelle période ? Période début de la décadence et finissant. C'est-à-dire que dans l'Empire romain, période décadente, les employeurs, c'est-à-dire les patriciens romains, préféraient faire travailler des esclaves qui étaient de tous les coins de l'Empire, on faisait travailler les provinces périphériques, et finalement le peuple romain, qui était celui qui était censé, on avait dit qu'il allait bénéficier de l'Empire, et bien il se retrouvait désœuvré. Et alors c'était voilà, les pains, les jeux, etc. On les maintenait en vie, quoi, on les maintenait là en vie. Effectivement, le parallèle aujourd'hui, tu l'as bien vu, il est flagrant, il est frappant. Alors évidemment, il y a des modalités différentes, mais on peut y voir effectivement un retour à une forme d'impérium à la romaine, sauf que une forme d'impérium décadent. Voilà. Jean Martineau. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une complicité de toutes nos élites qui trouvent un intérêt personnel, puisqu'on voit bien qu'un certain nombre de personnes de nos élites se retrouvent dans les organisations mondiales, comme l'OMC, comme les grands postes à Bruxelles. Bien sûr. Et qu'en définitive, ils bénéficient eux aussi de cette mondialisation échevelée. Mais M. Martineau, vous avez bien raison, et j'en ai parlé, j'ai consacré une partie d'un chapitre de mon premier livre, Vers la chute de l'Empire occidental, à cela. Alors je l'ai fait d'une façon un peu... Je n'ai pas trop insisté dessus, parce que je ne veux pas non plus faire un livre de dénonciation, si vous voulez. Mais enfin, c'est évident que, par exemple, Mario Draghi, il était à Goldman Sachs. Je veux dire, Mario Monti, Goldman Sachs. Bon, Emmanuel Macron, c'est même pas besoin de citer l'établissement. On a ça. On a d'autres phénomènes assez étranges, par exemple, des gens comme, par exemple, Romano Prodi, donc ancien Premier ministre italien et président de la Commission européenne. Romano Prodi a monté un cabinet de conseil où il conseille les Chinois pour acheter des sociétés en Italie. Et ça marche très bien, puisqu'ils ont acheté Pirelli, le Milan AC, etc. Il les aiguille pour acheter des sociétés italiennes. Dominique de Villepin fait la même chose en France. Oui, absolument. Il a un cabinet, je peux vous le dire, il a un cabinet de conseil d'avocats qui fait d'ailleurs un chiffre d'affaires florissant.
bien plus important que mon modeste cabinet. Ça viendra, ça viendra. Ouais, et tout simplement, oui, mais il n'aide pas les... J'ai pas pris la bonne clientèle, voilà, j'ai pas pris les Chinois, ni les Qataris ou autres, et il aiguille, si vous voulez, des investisseurs étrangers pour acheter des sociétés françaises, il le fait sans aucun complexe. Sans aucun complexe, bien sûr, sans aucun remords. Monsieur. Sans morale. Vous ne pensez pas que cette mondialisation infernale n'est pas due à l'origine au progrès des sciences et des techniques? C'est ce que j'ai dit. Je pense aux robots. C'est ce que j'ai dit, mais... C'est les ingénieurs qui font ça. C'est les ingénieurs, mais... L'intelligence artificielle qui nous arrive. Moi, j'ai travaillé dans les scientifiques dans les années 50, on en parlait déjà, mais ça arrive et ça va être une catastrophe abominable. Alors, on en parlait déjà, si vous permettez. Moi, je me rappelle de... Alors, j'étais jeune, hein, j'étais très très jeune. Mais je me rappelle très bien du discours de Georges Marchais. Alors, on va me dire que bon, c'est Georges Marchais. Hein. Qu'est-ce qu'il disait, Georges Marchais? C'est pour vous dire qu'on était dans un autre contexte, quand même. Georges Marchais disait, voilà, on va aller vers la robotisation, il va y avoir de moins en moins de travail. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire travailler les gens, mais moins, on va partager le travail, ce qui a été fait, mais pas dans le bon contexte. On va partager le travail, et ça va être la société du temps libre. L'État, qui était censé piloter tout ça, va recycler des gens qui n'auront plus leur place dans l'industrie, puisqu'on va les remplacer par des robots, on va les recycler sur des activités sociales. Ils vont s'occuper des personnes âgées, ils vont s'occuper des enfants, ils vont faire la propreté des rues, ils vont faire des tas de choses comme ça. C'était si vous voulez, le projet de Georges Marchais, je me rappelle, je l'écoutais un soir, bon, il disait ça. Bon. Mais pourquoi il disait ça? Parce que dans son esprit, c'était encore les États qui étaient les maîtres du monde. C'est eux qui allaient capter cette richesse économique et qui allaient ensuite la répartir comme ils voulaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est ça qui a changé la donne. Si la mondialisation ne s'était pas produit en même temps, ou n'avait pas produit cet immense empire des multinationales, elle aurait peut-être dérivé d'une façon complètement différente. Je crois que c'est l'abandon complet de la mission des États sur cette planète qui a conduit la mondialisation dans ce sens. Oui. Je pense que ça aurait pu être quelque chose de différent. Voilà. Je pense quand même, il y a un livre qui avait été écrit dans les années 30, qui était La France des robots. Évitons les conversations. Il voyait ça de façon déjà effrayante à l'époque, en 1930. C'est juste pour ajouter, parce que Heidegger aussi, il en parle au niveau de la technicité. Il parle que justement le modernisme, le problème du modernisme, c'est le technique. Il est pris comme une fin en soi et non comme un moyen pour obtenir quelque chose. Oui, mais si vous permettez, puisque vous me parlez des robots, on parle des robots. Moi, j'ai parlé dans mon exposé des robots comme un moyen de pression des multinationales sur la classe ouvrière. C'est une pression. On dit, voilà, ben, vous nous embêtez, ben, on va vous mettre des robots. Voilà, en gros. On est bien d'accord. Mais si on n'était pas dans ce contexte de mondialisation, ça pouvait se faire autrement, ça pouvait se faire différemment, ça pouvait se voir d'une autre manière. Les profits des robots pouvaient être répartis différemment, puisque une part de la valeur ajoutée qu'ils créent aurait été captée par les États ou par les collectivités. Et ça aurait pu donner une toute autre inflexion. C'est simplement que les arcanes du pouvoir aujourd'hui, c'est plus les États, c'est plus les collectivités, c'est plus rien, c'est les multinationales. Et donc les multinationales, elles ne gèrent pas les humains dans le même sens que les États et que les nations. Merci. Monsieur, vous voulez poser une question? Moi non. Il y a tellement de choses à dire. Dans cet univers pas très appétissant, et il faut bien le dire démoralisant, les patriotes, les nationalistes, les identitaires, les vrais de vrais, les derniers des Mohicans, ils font pas figure et ils apparaissent comme des rigolos et qui font ce qu'ils peuvent, mais on se demande s'ils ont vraiment un espoir quelque part, qu'ils pensent qu'ils pourraient trouver une solution autre qu'une guerre civile qui aboutirait peut-être à une guerre mondiale. Alors, oui, je comprends votre désarroi, moi-même, et puis bon, on est en France. Il y a quand même des pays où ça change. Au moins, en tout cas, je ne dis pas que le système change encore, mais la conscience des populations a évolué. C'est-à-dire que n'oubliez pas, il y a 20 ans ou 25 ans, quand cette mondialisation est arrivée, les gens étaient contents, ou les gens laissaient voir. Il y a eu l'affaire de l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. On a cassé Saddam Hussein tout de suite. Il y a eu les problèmes au Kosovo. On est intervenu au Kosovo. On avait l'impression que tout ça s'inscrivait dans un sens d'une pacification du monde qui allait pouvoir être obtenue par le biais de cette mondialisation, sous le fameux formule, la Pax Americana.
Donc il y a 25 ans, la majorité des populations étaient en faveur de la mondialisation, et la majorité des populations étaient quand même en faveur de l'Union européenne, d'une avancée de l'Union européenne. C'était peut-être pas un grand enthousiasme, parce que bon, personne n'a eu des larmes aux yeux en écoutant l'Aube de la joie, autrement que bon, la musique en elle-même, on va dire. Bon, ou en de voir le drapeau bleu étoilé, bon, on ressentait rien. Mais quand même, les gens se disaient, bon, mais l'Europe c'est comme ça, on va quand même éviter les guerres, on va partager les choses. Aujourd'hui, il y a un rejet de l'Europe, partout. Regardez en Italie, l'Italie c'était le pays qui était le plus européiste de toute l'Europe. 70% des gens qui votent contre. Pareil en Autriche, pays de l'Est, qui pourtant sont rentrés il y a pas longtemps. Pareil en Hongrie, voilà. En Tchéquie. Même en Belgique, qui est le cœur de l'Europe, il y a des rébellions. Le gouvernement actuel ne peut pas aller contre l'Union européenne, mais... Oui, monsieur, peut-être la dernière, parce que... Évidemment, les après, il y a la États-Unis. séance de dédicace. Alors, à propos de la Tchéquie, je voudrais revenir sur l'entrevue de Václav Klaus, que vous avez lu chez Olivier, où il dit que les élites européennes veulent créer un homo Bruxellarum en favorisant l'immigration de masse. Absolument. Est-ce que selon toi, ce homo Bruxellarum, c'est justement cet homme purement consommateur Absolument. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, dans mon livre, alors dans la deuxième partie du livre, j'en ai pas parlé, j'ai parlé de l'avènement de l'homo globalus. L'homo globalus, qui est un homme totalement déraciné, qui n'a plus envie de manger de la ligo s'il est auvergnat, ou du jambon de Parme s'il est italien, ou qui n'a pas envie d'aller chez son tailleur s'il est anglais. Il a envie de prendre du couturier basique, tout ce qui est vendu dans les grandes surfaces, et ces produits-là. J'insiste bien, je vais vous passer la parole, sur le fait que j'avais demandé à Olivier Piacentini de ne traiter, pour compte tenu des 2 séances que nous consacrons au sujet, que la première partie de son ouvrage. Mais si vous prenez, je vous invite à lire cet ouvrage, et vous allez trouver beaucoup la suite de sa réflexion, qui est aussi passionnante. Monsieur. Olivier, et ça sera la dernière, parce que après nous devons passer à la dédicace. Vous savez que vous désolez de la perte d'influence des États, mais est-ce que l'entreprise, c'est finalement pas non plus un vecteur d'anticipation, d'émancipation pour les citoyens? Est-ce que c'est pas l'État qui a été totalitaire au cours des 100 dernières années? Est-ce que c'est pas l'État qui crée des enfers fiscaux, pour qu'on puisse parler de paradis fiscaux? Est-ce que c'est pas les sociétés, les multinationales, les sociétés financières finalement qui servent d'arbitre, qui servent à empêcher que les États s'endettent outre mesure et ruinent les épargnants? Est-ce que finalement les entreprises ne sont pas finalement des contre-pouvoirs qui sont bienvenus face à des États qui ont parfois historiquement été très forts, trop forts? Trop fort, beaucoup trop fort. Mais beaucoup trop fort. Mais vous savez, je suis sympathisant d'un parti qui s'appelle Libéral National. National Libéral, je ne sais plus dans quel sens on est. Donc si vous voulez, il est très clair que moi je suis libéral en économie. Mais justement, c'est le trop-plein d'États. C'est le trop-plein de règles, de réglementations, de normes, les États-providence qui ont cassé les entreprises. Mais quel type d'entreprise? Les entreprises enracinées, les entreprises qui subissent ça. Et puis vous avez une autre catégorie d'entreprises qui se sont affranchies de ça, qui sont les multinationales, qui elles ne subissent pas ça. Regardez, dans mon livre j'en parle, Amazon, 3 millions d'euros d'impôts sur les sociétés, pour 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est pas se moquer du monde? Donc, qu'elles s'en fichent de l'état social de la France? Elles ne le subissent pas. Donc ces sociétés, en fait, moi ce que j'aime, ce ne sont pas les États obèses des États-providence. Moi j'aime les États musclés qui, en fait, travaillent sur leur domaine régalien. La sécurité, par exemple, on en aurait bien besoin. L'éducation, on en a bien besoin aussi. À peu près, on a besoin de tout au niveau du régalien. Mais c'est parce que les États se sont dispersés, c'est parce que les États ont écrasé la société, c'est parce que les États ont fait n'importe quoi, ont voulu prendre tout en charge, qu'elles ne sont plus capables de rien assumer, et que ces fameuses entreprises multinationales ont pris le dessus. Et finalement, les ont renvoyés à leur surgé. Il y aura peut-être mieux d'État grâce à des sociétés fortes. L'empire marchand est contre les nations. Si elles sont avec nous. C'est pas une question. Si elles sont avec les Chinois, c'est pas intéressant. L'empire marchand est contre les nations. L'État, c'est une forme d'administration de la nation. Et l'empire marchand est contre la nation dans son existence même. L'État est partout. Et ça, l'État est dans la culture. Mais partout et nulle part. Partout et nulle part, parce qu'il n'arrive plus à assumer ses fonctions. Il n'y a pas besoin de reprendre des exemples récents de l'actualité avec des terroristes qui sont naturalisés. Je veux dire, donc ça, le minimum, on n'est pas capable de le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que vous allez être frustré, mais je vais arrêter la séance pour permettre à Olivier de dédicacer son ouvrage. Merci Pierre. Merci encore. Merci encore.